My name is Kurt van Dender. I would like to Je crois welcome. qu'il est temps de commencer cette session. Je vous souhaite la bienvenue sur cette session. Je vais me présenter. And administration of the OECD. I will be speaking today, but I will be speaking on behalf of the team. I mentioned in particular Astrid Tricot, Jonas Storic, and Kostas Theodoropoulos, who are very closely involved with some of the work. Et nous travaillons de manière étroite sur ces sujets. Au cours de cette session, nous allons tout d'abord donner une présentation sur ce que nous faisons sur nos travaux et sur ce qui est à venir. Pascal Saint-Amand, dans son introduction, a notamment fait référence au cadre inclusif sur les prix carbone. C'est une initiative qui vient d'être lancée et on y reviendra plus tard également. N'hésitez pas à écrire des questions dans le chat si vous le souhaitez. Nous allons allouer un temps après ma présentation aux questions et réponses. Et à ce moment-là, nous vous demanderons également de lever la main et vous pourrez intervenir si vous le souhaitez. Je devrais peut-être commencer à partager mon écran pour quelques éléments logistiques. J'espère que vous voyez bien mon écran. Si c'est le cas, nous allons commencer la présentation. Donc, faire avancer le développement durable, il y a des réformes d'imposition énergétique et de subvention. Nous avons 1 heure devant nous pour discuter de ce sujet. Nous travaillons dans le cadre de partenariats avec notamment différents bailleurs de fonds, comme vous le voyez à l'écran, qui nous aident dans nos travaux. Nous faisons du travail qui est très particulier à l'OCDE, à savoir la collecte des données. Nous nous assurons également que les données soient systématiques, de bonne qualité et qu'elles puissent être comparées en fonction des pays. C'est quelque chose qui est toujours, qui requiert beaucoup de travail et beaucoup de ressources, et en particulier dans le domaine de l'énergie et de l'imposition et des prix carbone. Ça requiert beaucoup de travail pour collecter toutes ces données, les agréger et les mettre dans un format qui permette la comparaison, afin qu'on puisse comparer entre les différents pays. Donc, je suis vraiment reconnaissant à tous nos bailleurs de fonds qui nous permettent de faire ça, qui nous aident également à fédérer notre expertise et nos connaissances, qui est essentiel. C'est quelque chose qui doit se faire vraiment de manière continue, de manière pérenne, avec une expertise. Donc, voilà ce dont nous allons parler. Aujourd'hui, nous allons parler tout d'abord de notre démarche. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Ensuite, nous allons parler des résultats. Ensuite, nous parlerons des développements récents et de ce à quoi nous attendre à l'avenir. Donc, j'y reviendrai plus tard, donc ce cadre inclusif sur les prix de carbone. Ensuite, comme je l'ai dit, il y aura une session de questions-réponses avec des discussions. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à écrire des questions dans le chat, ou vous pourrez également intervenir à la fin de ma présentation pour prendre la parole. Très bien. Donc, voilà, nous allons donc commencer. Voilà le contexte actuel dans lequel nous évoluons. Il y a bien entendu différentes politiques à l'heure actuelle, des politiques climatiques et dans la situation actuelle. Vous le voyez d'ailleurs résumé à l'écran. Vous avez les chiffres à gauche en noir
avec les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de CO2 historiques à gauche, et la trajectoire actuelle à l'avenir. Donc, on a la direction actuelle, en jaune, la trajectoire des engagements pris au cours de la COP26 dans le cadre de la CCNUCC. Et il y a également la trajectoire en vert, qui est notre ambition. La jaune est bien entendu meilleure que la rouge, mais la verte, elle est mieux que la jaune. Et la verte, c'est bien entendu celle que nous essayons d'atteindre d'ici 2050. Donc, nos ambitions sont intensifiées. Ça a été le résultat de la COP26. Cependant, nous ne voyons pas encore des engagements cohérents avec les objectifs de l'accord de Paris, à savoir un objectif net zéro d'ici 2050. Et il faut que ces engagements se traduisent dans des politiques et des actions politiques. Et nous le voyons, ces politiques et ces actions en politique à l'heure actuelle ne sont pas suffisantes et en plus, elles ne sont pas coordonnées entre les différents pays. Donc, une meilleure coordination des politiques entre les pays reste la clé et reste encore insuffisante pour atteindre ces objectifs. Et notamment, il y a un déséquilibre entre différentes régions du monde. Les activités intensives en carbone ont tendance également à se déplacer et ont besoin, bien entendu, de politiques et de meilleure coordination. Et c'est quelque chose sur lequel nous nous penchons, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Donc, pour atteindre le net zéro d'ici 2050, nous avons besoin de plans climatiques mieux coordonnés, mieux conçus et qui soient plus complets et mis en œuvre. Les défis climatiques requièrent qu'on ait des instruments, une réglementation, un soutien pour la recherche et le développement, etc. Mais si on veut être efficace, et si on veut être efficace au niveau des coûts, il faut un prix carbone. Ça doit faire partie du mix de politique, parce que l'énergie fait partie intégrante de ce défi climatique auquel nous sommes confrontés. Donc, les prix carbone. Une politique sur les énergies fossiles, c'est ça dont on a besoin pour avoir des politiques efficaces en matière d'adaptation et d'atténuation. C'est essentiel. Et nous devons converger vers des prix carbone et une meilleure cohérence. Nous devons regarder également les subventions. Les prix de carbone font partie également de la question du climat. Cependant, les prix de carbone, l'imposition énergétique peuvent aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça peut aider également dans d'autres domaines et d'autres objectifs. Là, vous le voyez d'ailleurs à l'écran, il y en a certains qui sont mentionnés. L'utilisation de l'énergie est responsable de la pollution de gaz à effet de serre, mais également pour la pollution locale, à savoir la pollution de l'air, qui a un impact énorme sur la santé des populations dans de nombreux pays. Cela contribue également à la mobilisation des ressources domestiques et cela a un impact également sur la perte de biodiversité. Donc, il y a le climat, mais il y a également la pollution locale qui a également un impact. Et si nous arrivons à réduire la pollution locale, cela aura un impact extrêmement bénéfique rapidement au niveau local. Bien entendu, c'est tout à fait différent du défi climatique où on investit principalement avec l'idée de réduire les coûts à venir, tandis que la pollution locale vise à réduire la pollution et les problématiques dans nos villes et au niveau local.
Donc, on va regarder un peu l'historique de la fiscalité énergétique. Euh, Pourquoi on les utilise? Eh bien, parce qu'elles augmentent les recettes fiscales dans les pays de l'OCDE. En particulier, ça provient du transport du pétrole, représente quasiment 2% des PIB de certains pays. Donc, la fiscalité énergétique, au-delà d'une amélioration de la santé publique, requiert une mobilisation des ressources. C'est essentiel et c'est quelque chose dont on a parlé en particulier au cours de la pandémie. On a besoin de mobiliser des ressources pour cela, afin de renforcer davantage ce qui existe déjà. Donc ça, c'est un objectif important. Donc quand on regarde les subventions liées à l'énergie fossile, les prix de carbone, la pollution locale, les ressources locales, la mobilisation de ces ressources, depuis qu'on taxe l'énergie, on met un prix sur des schémas de consommation en quelque sorte. Et cela peut aider à réduire l'informalité parce que cette consommation, elle se fait également dans les secteurs informels. Donc si on augmente les prix, alors il faut regarder l'informalité. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous nous intéressons au prix de carbone, aux subventions liées aux énergies fossiles, entre autres. Donc, il y a bien entendu les ODD notamment les ODD 3, 7, 10, 11, 12 et 13, qui visent notamment à réduire les inégalités, améliorer le bien-être et la santé, offrir un accès à une énergie propre et abordable, euh, la création de villes et de communautés durables, une consommation, une production responsable et une action climatique. Le travail que nous faisons ici a commencé il y a plusieurs années, notamment l'année dernière. Vous le voyez d'ailleurs à l'écran. Nous avons publié un rapport, Taxing Energy Use for Sustainable Development. Donc, imposer l'utilisation d'énergie pour un développement durable, c'est typique des travaux de l'OCDE, où on fait un bilan de ce que font les pays à l'heure actuelle en matière d'utilisation de systèmes de fiscalité énergétique et de subventions en matière d'énergie fossile. Donc, vous avez vu la couverture de ce rapport et ce travail se concentre sur 15 pays. À l'heure actuelle, nous sommes en train d'étendre la couverture des pays inclus et nous avons l'intention de publier un rapport sur l'extension avec plus de pays après cet été. Mais à la base, nous nous concentrions sur 15 pays dans cette publication, notamment des pays à faible revenu, comme vous le voyez d'ailleurs sur cette diapositive. Qu'est-ce que nous faisons pour ces pays? Eh bien, nous regardons les impositions, les systèmes d'imposition sur les énergies fossiles, mais également l'imposition sur l'énergie et les subventions en matière d'énergie et d'énergie fossile. Donc, on regarde les différentes subventions et on voit s'ils sont efficaces et si il y a également des taux d'imposition qui sont impactés, notamment on regarde les exemptions pour le kérosène et ce type de subventions sont incluses également. On inclut également des mesures qui ont un impact indirect sur les prix du carbone, notamment si cela a un impact sur les prix énergétiques pour la consommation domestique, donc sur les prix de transfert et les résultats sur une énergie qui est parfois fournie à un prix plus bas que leur coût. Ce n'est pas uniquement tout, il y en a d'autres, différentes subventions liées aux énergies fossiles. Donc, c'est surtout lié au niveau de la production. Ces subventions, elles arrivent au niveau de la production et souvent, on ne les inclut pas dans nos rapports. Par contre, c'est inclus dans notre inventaire des subventions en matière d'énergie fossile de l'OCDE, mais c'est un autre travail. Donc, voilà ce que nous faisons. Nous sommes concentrés donc sur 15 pays
notamment sur les profils actuels des prix d'énergie dans ces pays, ainsi que les subventions et l'imposition dans le secteur. Voilà ce que nous faisons alors. Qu'avons-nous observé? Quels sont les résultats principaux de nos travaux? Le résultat principal peut être rapidement résumé, à savoir que la plupart des émissions de CO2 liées aux énergies sont sujettes à des prix de carbone qui sont très bas. Alors, on vous le voit là à l'écran, on a la répartition des émissions en dessous de 30 € par tonne de CO2. Donc là, on est sur les 15 pays dont j'ai parlé. Donc ça, c'est un benchmark que nous avons utilisé. De manière très générique, on a utilisé le prix de 30 € pour faire un benchmark, pour dire que si vous pensez vraiment que l'imposition d'énergie, les prix de carbone, les subventions d'énergie fossile et les réformes liées à cela vont jouer un rôle important dans les politiques climatiques pour réduire les émissions, alors on a besoin au moins d'un prix de 30 € par tonne de CO2. C'est la justification derrière ce seuil de 30 € par tonne de CO2. Mais bien entendu, ça n'est pas gravé dans le marbre, c'est un benchmark qui nous permet tout simplement de comparer les différentes performances dans les pays sélectionnés. Donc, ces 15 pays, 94% des émissions de carbone liées à l'énergie étaient à un prix en dessous de 30 € par tonne de CO2. Donc, si on regarde ces instruments, si on pense que ces instruments peuvent jouer un rôle important en matière de politique, en matière de ressources, et d'organisation des ressources domestiques et de politique climatique, alors il faut se pencher sur ces politiques et chercher des options pour faire des réformes. Donc, comme je l'ai dit, on a différents profils dans ces 15 différents pays, des pays de l'OCDE. Dans les pays de l'OCDE, à nouveau, la plupart des pays ont une tarification en dessous de 30 €. Cependant, la part des pays où, où le prix est au-delà de 30 € par tonne de CO2 est plus élevé. Donc, comme je l'ai dit, ces pays ne sont pas très chers, surtout si on prend en compte les politiques climatiques et liées à la pollution. Voilà les résultats principaux. Il est par ailleurs important de clarifier notre méthodologie. Nous avons une vision globale de la tarification de carbone. Donc, tout d'abord, nous regardons les subventions liées au pétrole, l'excès également, et nous traduisons l'imposition en équivalent CO2. Ça n'est pas facile à faire. Donc, voilà notre méthodologie. Et nous avons donc une vision assez générale de la tarification carbone. Donc, il y a 3 composantes, comme vous le voyez à l'écran, pour calculer le taux de carbone effectif. J'en ai déjà parlé, je veux simplement mentionner qu'on utilise une définition économique, on regarde les résultats et les impacts de ces 4 éléments à l'écran jouent sur le système. Et nous essayons de regarder l'impact de ces éléments, de ces politiques sur le prix de carbone, donc que l'on calcule en euros par tonne de CO2. La motivation, c'est de réduire les émissions de CO2. Nous pensons que les subventions
pétrolières n'ont pas forcément l'intention de réduire le carbone, mais le résultat est le même, comme je l'ai dit. Comme illustré, il est difficile de traduire tout cela en un taux d'imposition exprimé en euros par tonne de CO2. Donc, comme je l'ai dit, si on regarde les différents types d'instruments de politique, alors vous avez votre taux de carbone effectif. C'est assez large comme définition, plus large que la plupart des organisations ont tendance à utiliser dans ce domaine. Je souhaitais simplement clarifier que si on regarde la définition et les rapports de la Banque mondiale, notamment avec un rapport qui est très intéressant pour nous dire ce qui se passe dans le domaine de la tarification carbone, mais il se concentre sur quelque chose qui est beaucoup plus réduit que ce que nous prenons en compte, notamment puisque nous prenons en compte les subventions. C'est juste pour que ce soit clair, pour que vous compreniez les types de produits qu'on peut et les types d'éléments qu'on peut comparer. La grande majorité des émissions sont, comme je l'ai dit, tarifiées à moins de 30 € par tonne de CO2, même si on prend tous ces éléments en compte. Donc voilà l'élément clé qui s'applique à l'OCDE. Donc sur les 15 pays en développement dont j'ai parlé. Donc, vous voyez la plupart des carburants ici listés, kérosène, le diesel, l'essence, le gaz naturel, les carburants fossiles. Et on voit que pour les pays de l'OCDE, on a un prix qui est plus élevé, significativement plus élevé que dans les autres secteurs, notamment pour le diesel et l'essence, parce que ce sont des produits utilisés pour le transport routier qui est beaucoup plus imposé que d'autres carburants dans d'autres secteurs. Donc, si on regarde d'ailleurs ces prix de carbone effectifs liés à l'utilisation de ces carburants, on voit que le transport routier est tout à fait différent et est traité tout à fait différemment que les autres secteurs. Donc, on voit que l'essence et le diesel, comme je l'ai dit, sont plus élevés. On a également l'imposition sur les énergies et les carburants fossiles reste assez bas. Le charbon, qui est très dommageable pour l'environnement, ici, on voit qu'il est relativement... on voit que le prix est assez bas. Et cette imposition si basse sur le charbon n'a pas vraiment de raison. Il est assez difficile de comprendre pourquoi. Et c'est ce qu'il faut réformer en priorité si on veut progresser en matière d'approche fiscale pour réduire la pollution de l'air et si on veut avoir une politique environnementale efficace. Voilà. Donc, ces taux assez bas en moyenne sont là, on les voit, et on voit qu'on a quand même une peu d'homogénéité. C'est assez différent d'un pays à l'autre et d'un type d'énergie à l'autre. Donc voilà, ça c'est un type de... Donc on a regardé les taux entre les différentes sources d'énergie. On s'est également penché sur les pays et les différences entre les différents pays.
On voit donc les pays qui ont un potentiel de recettes fiscales à partir de s'ils entreprenaient des réformes en rouge. Et vous avez également en vert le potentiel si les pays adoptaient un prix du carbone au-delà de 30 euros par tonne de CO2. Cette diapositive que vous la voyez, elle résume bien tout cela. Elle résume bien les résultats des travaux effectués à partir de ce potentiel de recettes fiscales en moyenne. Si on enlève les subventions pour les énergies et les carburants fossiles et qu'on tarifiait l'utilisation énergétique et les commissions de ces dernières à 30 euros par tonne de CO2, ce qui n'était à l'heure actuelle pas le cas, alors il y aurait environ 1% du PIB en recettes additionnelles. C'est énorme d'un point de vue des finances publiques pour certains pays, mais ça ne serait pas une révolution pour les finances publiques. Cependant, il paraît clair qu'une réforme des subventions et de la taxation énergétique aurait une vraie valeur ajoutée pour la mobilisation des ressources domestiques. Donc, ça ne peut pas être négligé et en même temps, ça ne serait pas non plus complètement transformateur pour les défis auxquels sont confrontés ces pays. Donc 1% en moyenne, cette diapo le montre bien, on a vraiment une hétérogénéité entre les différents pays, avec beaucoup de différences avec l'Égypte. Là, je dois le dire cependant, et j'y reviendrai plus tard, c'était des travaux qu'on a fait en 2018. Depuis 2018, ils ont mis en place des réformes importantes sur les subventions sur les carburants fossiles déjà. Donc, il faudrait mettre à jour ce graphique pour qu'il soit en ligne avec la réalité. Cependant, comme on le voit, il y a quand même de vraies différences entre les différents pays. Certains pays où les subventions sont très élevées et les réduire aurait un impact important sur les finances publiques dans certains pays où les subventions sont assez basses. Cependant, le taux d'imposition est bien en dessous de 30 euros. Donc, augmenter au moins à 30 euros aurait un impact important sur les recettes fiscales. Dans certains cas, pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences entre les différents pays? Eh bien, parce que dans certains pays, même s'ils ne sont pas à 30 euros par tonne pour toute leur utilisation d'énergie, ils ont parfois, sur certains types d'énergie, des tarifs différents. Pareil, le mix énergétique parfois diffère d'un pays à l'autre et l'utilisation énergétique également est tout à fait différente d'un pays à l'autre. Certains pays, par exemple, n'utilisent pas de charbon à l'heure actuelle, tandis que inclure un équivalent un taux de 30 euros par tonne de CO2 n'aurait pas d'impact particulier. Et mais adopter des politiques aurait un impact notamment sur leurs ressources, mais également sur le climat. Donc, on a parlé d'une réforme des subventions et de la fiscalisation pour ce qui est du climat, pour la santé publique, la santé des populations, mais il y a également d'autres éléments. L'économie de ce type de réforme est très compliquée, comme on le sait. Il y a déjà différents pays, là, sur la diapo que vous voyez, notamment l'Équateur, où ces réformes, dans le passé, ont ont rencontré une résistance. Donc, ces défis économiques, ces défis peuvent avoir un impact et ne peuvent être sous-estimés. Il y a beaucoup d'espoir pour utiliser des stratégies de recettes fiscales qui soient acceptables
par les populations. Donc, si une partie de vos recettes, donc, et que cela améliore le PIB de 1% en moyenne, eh bien, vous pouvez éviter les impacts négatifs, notamment sur euh, le fait que l'énergie soit abordable. C'est quelque chose qui est bien entendu difficile à concevoir. Les dépenses publiques, euh, si elles sont mal ficelées, c'est d'autant plus difficile à mettre en place et à concevoir. Par ailleurs, il faut également bien communiquer sur ces éléments. Et si vous augmentez le prix de l'énergie, la perception du public peut être de se dire, mais c'est encore une autre taxe en plus. Et ça peut être difficile. Il faut faire attention à sa communication. Cependant, ça vaut la peine de l'envisager en détail parce que la santé du public, la santé des populations importe et c'est un instrument qui peut être pris en compte. Les impacts sont importants, peut-être qu'ils paraissent moins tangibles, mais ils peuvent avoir des retombées importantes. Donc, il faut envisager des politiques basées sur les prix, le prix de l'énergie, parce que cela a un avantage pour la recette fiscale, pour la santé des populations et pour le climat. Et cela peut aider notamment grâce à ces réformes à améliorer également l'efficacité énergétique. Voilà les résultats. Vous pourrez vous pencher sur les données et les résultats comprises dans nos travaux. Donc, c'est ce qui a été publié l'année dernière, comme je l'ai dit. Et nous sommes à l'heure actuelle en train d'étendre nos travaux, mais également en train de les mettre à jour en l'étendant donc à d'autres pays également. Et nous reverrons plus tard, après cet été, les résultats avec l'inclusion des autres pays. 2022 for the moment, that there we will combine the analysis for all. On va également combiner l'analyse pour tous les différents pays, l'ensemble des pays. Nous allons couvrir 70 pays au moins, des différents pays de l'OCDE, G20 et d'autres économies émergentes. Et toutes ces différentes économies seront analysées à travers cette application unique. Comme j'ai déjà évoqué, la question est la suivante. Combien coûte 30 € par tonne de CO2? C'est peut-être un chiffre qui peut paraître un peu abstrait. Nous connaissons le contenu des différents carburants. Vous avez les équivalents à l'écran. Nous savons combien faire cela pour les différents carburants. Vous avez les conversions à l'écran. Nous prenons les 30 €, nous faisons la traduction plutôt pour comprendre le volume et même les poids des différents carburants. 6,24 € sont pour le charbon et d'autres combustibles fossiles solides. Si l'on compare ce prix aux différents prix de charbon, vous voyez que de manière générale, ce prix, il s'agit d'une augmentation importante si l'on prend l'équivalent de 30 €. Pour un diesel, kérosène, essence et mazout, je pense qu'en ce qui concerne la plupart des pays de l'OCDE, cette augmentation, en prenant en compte les 30 € par tonne de CO2, bien entendu, dans différents pays, les taxes sont moins importantes. On peut parler de 8 centimes ou ces taxes sont beaucoup moins importantes. 8 centimes par litre de diesel peut paraître assez élevé. Il est très facile, entre guillemets, il s'agit d'une conversion assez simple de traduire l'euro 30 par tonne de CO2. Ces unités que vous voyez à l'écran ne sont pas des unités
ou qui sont utilisés dans la définition des droits d'accise. On peut regarder la tarification de carbone, on peut modifier ces différents droits, ces différentes taxes d'accise. Quand on pense à la tarification de la carbone, c'est une modification qui est nécessaire. Nous modifions une taxe qui existe d'ores et déjà. Par conséquent, il s'agit d'une réforme de la fiscalité avec un objectif climatique en tête. Peut-être même des objectifs en matière de santé si l'on pense à la pollution et à la qualité de l'air. Je mets l'accent là-dessus parce qu'il y a une notion très souvent que la tarification de carbone est assez compliquée, que d'un point de vue administratif, c'est complexe, mais si l'on prend cette optique, si l'on regarde la, les taux d'accise, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas si compliqué que cela. Toutefois, quand on regarde les différents systèmes, il existe des systèmes européens, chiliens même en Californie, et ces systèmes sont assez difficiles à concevoir parce que nous créons un marché qui n'existe pas. Il s'agit d'un marché inédit pour les permis de CO2 et on doit pouvoir commercialiser ces permis. Par conséquent, nous avons besoin de différentes mesures, différentes manières de mesurer les sources d'émissions de CO2. On doit pouvoir non seulement mesurer les émissions, mais également faire du reporting là-dessus, ce qui peut être un vrai défi si l'on souhaite emprunter une voie beaucoup plus facile pour mettre en place des signaux basés sur les politiques pour travailler sur la tarification du carbone. J'encouragerais plutôt des droits d'accise sur les carburants. C'était un point que j'avais souhaité évoquer. Je vous ai donné les grandes lignes. Vous avez davantage de détails dans la publication. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons partager les adresses mail à la fin de ma présentation. Si vous souhaitez en apprendre davantage, si vous avez des questions, des besoins de précision, n'hésitez pas. Je me tourne désormais vers l'avenir. Nous allons regarder les développements récents dans les économies en développement et émergentes couvertes par cette publication de l'OCDE dont j'ai parlé. Vous voyez que les différentes réformes de la fiscalité sur les combustibles fossiles font l'objet de différentes entreprises. À titre d'exemple, l'Égypte a fait une suppression progressive de la plupart des subventions aux combustibles fossiles, et c'était le cas en 2018 déjà, avec une incidence sur le financement public. Il est clair que le raisonnement de la politique nationale est important. Les Philippines ont déployé une réforme fiscale majeure avec augmentation des taux d'accise sur les carburants. Uruguay, introduction d'une taxe carbone de plus de 100 € par tonne de CO2 sur l'essence en 2022. Au Kenya, maintenant, le gouvernement kényan envisage l'introduction d'un système d'échange de droits d'émission. Au Maroc, des progrès ont été faits sur une taxe carbone introduite par une loi fiscale en juillet 2021, mais il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas d'étape concrète de mise en œuvre. Ces réformes sont souvent très compliquées à cause des retombées sociales que ces réformes pourraient engendrer. C'est le cas en Équateur avec la proposition de réforme des subventions aux combustibles fossiles. La tentative précédente de supprimer les subventions a été abandonnée en novembre 2019 à la suite des protestations. Tout cela pour dire que ce n'est pas toujours, ou il n'y a pas toujours des incitations, une motivation climatique, mais les résultats et les conséquences peuvent avoir un impact positif sur cette question climatique. Il ne s'agit pas uniquement d'une fiscalité, mais également d'une question climatique.
Voici les différents travaux qui ont été entrepris par l'OCDE. Nous avons actualisé et nous allons actualiser plusieurs de nos publications que vous voyez à l'écran. L'utilisation ou la taxation de l'utilisation énergétique, le TEU, a été mise à jour il y a plusieurs années. Nous avons également les taux effectifs de carbone qui seront mis à jour, et ce dans le cadre de la COP26, notamment pour prendre en compte cette question de COVID-19. Nous allons voir les progrès faits, soit grâce au système d'échange de droits d'émission dans la plupart des pays du G20, c'est-à-dire la tarification du carbone pendant la COVID-19 a mis l'accent sur les pays membres du G20, mais nous voyons de l'élan. Nous croyons que cette période après Covid sera également assez intéressante à surveiller, non seulement dans les pays du G20, mais également les autres économies émergentes. J'ai déjà parlé de la taxation de l'utilisation énergétique dans le cadre du développement durable. Ce document sera mis à jour également au mois de septembre. La nouvelle version sera disponible. Nous mettons l'accent sur 17 pays, dont 14 qui ont fait partie de ce projet de développement durable. Et si tout se passe bien, nous allons pouvoir ajouter une dizaine de pays à la liste. Maintenant, je me tourne vers l'avenir. Il est très intéressant de parler de la présidence italienne. Vous savez que la présidence actuelle est indonésienne. Il s'agissait de l'Italie pour la première fois pour ce flux financier, a décidé d'entamer des discussions parmi les différents ministres des Finances pour parler du rôle de la fiscalité dans la politique climatique, comment l'élaboration de politiques fiscales peut contribuer à des politiques climatiques ambitieuses. L'Italie a souhaité lancer cette discussion pour la première fois. Les rapports du FMI et de l'OCDE ont vu le jour en avril et en octobre, et ce, avant les différentes réunions entre les banques centrales et les ministres des Finances. Quels étaient les résultats? Les ministres ont dit oui, ils ont reconnu le potentiel de la tarification et d'utilisation d'outils fiscaux en notant les différentes approches et rôles de la tarification implicite et explicite. Toutefois, ce n'est pas une option politique qui est facile à déployer et ce n'est pas facile à accéder pour certains pays de G20. Ils ont identifié, ils ont accepté le rôle joué par la tarification, mais ils ont identifié la nécessité d'un dialogue sur la gestion des retombées entre les pays. Parce que Rome n'a pas été construite en un jour. Il faut entamer tout d'abord un dialogue sur les différentes approches, la tarification, les subventions, les standards, les normes, les règlements, parfois une combinaison des différentes approches. Mais que peut-on faire afin de comparer les différentes situations de différents pays? Pourquoi cela est important? Pourquoi faut-il en parler dans le contexte du G20 et au-delà? Cela est très important parce que nous l'avons évoqué il y a quelques instants, les progrès faits par les différents pays, notamment avec l'utilisation de la tarification du carbone dans le cadre de la politique climatique. Il existe des grands écarts, les ambitions diffèrent et la mise en œuvre de la politique écologique et la manière dont ces politiques sont élaborées et façonnées
ne sont pas les mêmes. Cela engendre des risques de fuite, de tarification élevée. On peut également avoir des débordements et les résultats ne sont pas toujours escomptés. La concurrence est une préoccupation. Si les entreprises font face à des tarifs très élevés, ces débordements, ces retombées sont un point d'intérêt avec les ambitions qui ne cessent de monter. Nous n'avons pas encore atteint le sommet, mais je crois que les engagements et la participation étatique deviennent davantage ambitieux. Nous devons aborder par conséquent ces différentes retombées. C'était le message dans le contexte du G20, ce qui crée des difficultés en matière de coordination mondiale. Nous avons parlé de la tarification. Nous avons besoin d'une matrice pour comparer les différentes politiques. Et pourquoi cela? Cette citation vient du secrétaire général. La proposition où nous cherchons à assurer un niveau d'ambition et effort dans les différentes juridictions pour éviter ces différents effets que vous voyez à l'écran. Donc, le défi consiste à faire en sorte que les niveaux d'ambition et d'effort des différentes juridictions puissent être portés au niveau requis pour atteindre le zéro net mondial d'ici 2050, tout en maintenant, dans toute la mesure du possible, des conditions de concurrence équitables au niveau mondial, en évitant les distorsions commerciales contre-productives et les fuites de carbone. Pascal en a parlé dans son message. Nous savons que les ministre du G20 a parlé de cette approche et l'OCDE explore cette piste dans différents pays. Un dialogue sur ce défi de la coordination mondiale doit voir le jour. Mais quels sont les processus à mettre en place? Le cadre inclusif ou une approche semblable, pourquoi pas? Cela pourrait être une source d'inspiration afin de pallier cela. Et il est également clair qu'il y a une composante analytique qui est nécessaire si l'on souhaite comparer les différentes approches, les preuves, le bilan qui doit être fait des différentes politiques existantes n'est pas encore en place et il y a des limitations. C'est une partie du travail qui doit être fait. Et ensuite, une fois que nous aurons les données, il faut des méthodes pour comparer les différentes politiques. Comment comparer une politique basée sur la tarification à une autre basée sur la réglementation? Ce n'est pas une question facile. Voici la direction que prennent les discussions. Cela est lié aux initiatives qui doivent être créées, des initiatives qui ont été proposées par l'Union européenne en titre d'exemple. Nous avons également une suggestion qui a été faite par le gouvernement allemand. J'ai parlé du G7. Ces différentes initiatives seraient informées par le travail fait par l'OCDE et d'autres parties prenantes. Je m'arrête là et je passe à la session questions-réponses. Je partage quelques points potentiels de discussion. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. J'ai également
partager nos adresses mail si jamais vous souhaitez nous contacter afin d'en savoir davantage sur le travail entrepris dans les pays en développement. Vous pouvez contacter également le secrétariat de l'OCDE pour être guidé et orienté vers le bon point de contact. Je m'arrête là et je vous cède la parole. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je reste à votre disposition. Okay, so I think Très bien. there is someone that would like Je crois qu'il y a quelqu'un qui a demandé la parole. and this is Mr. Kone from Mali. C'est Mohamed Lamine, I think Mali. I will ask you to unmute yourself and then Vous pouvez engager votre microphone, n'hésitez pas à vous présenter et vous pouvez poser votre question, Monsieur Koné. Mohamed Lamine, allez-y. seem to be having a difficulty unmuting. Je crois que notre participant n'arrive pas à allumer son microphone. Monsieur Mohamed Lamine Koni, vous avez la parole. Okay, there seems to be a technical Très bien, je difficulty. crois que nous rencontrons des difficultés techniques. That first side. So maybe Je go to Mr. Christensen. passe la parole à Monsieur Martin Brem Christensen, qui a également demandé la parole. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Martine Christensen et je travaille pour Oxfam. Nous avons donc décidé de mettre l'accent sur les taxes d'accise sur les carburants afin de compenser d'autres aspects négatifs, à titre d'exemple, les bruits de la circulation, mais également le changement climatique, la pollution. Alors, je crois qu'il s'agit d'une reddition de compte, une comptabilité à deux facettes. Oui, c'est une question sur laquelle nous nous sommes penchés. De manière générale, si l'on souhaite regarder les taux d'accise et cette approche employée, c'est de regarder les différents indicateurs qui sont pris en compte et qui sont impliqués dans la taxation. Nous avons la congestion, c'est-à-dire les embouteillages, la qualité de l'air, les émissions de CO2 est également très souvent compris. Nous avons différents facteurs externes qui sont impactés par les taxes, la congestion, même la qualité de l'air ou la pollution, parce que cela dépend de là où le carburant est utilisé. Il y a des différences entre l'utilisation de combustibles en zone rurale et urbaine. En ce qui concerne les émissions, il y a un montant de CO2 fixe qui est libéré quand on brûle du charbon ou de l'essence. Et ces taux sont fixes par litre ou par gramme de carburant brûlé ou utilisé. Donc, on peut utiliser différents instruments afin de refléter les coûts externes du changement climatique et des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. Je suis d'accord que l'approche pourrait être différente. Ce n'est pas une approche figée. On peut comparer les différents coûts, mais cet exercice est beaucoup plus complexe et nécessite davantage d'hypothèses et d'analyses. Ce n'est pas ce que nous avons fait.
La question que nous posons, c'est si vous considérez les taxes sur les carburants d'un point de vue climatique ou si vous considérez les taxes et uniquement d'un point de vue énergétique, quel est votre ressenti? Et de là, vous pouvez en tirer des conclusions. Parce que de manière générale, ces politiques ne sont pas ou ces approches ne sont pas bien conçues. Donc, je suis d'accord, il y a un choix de présentation qui est fait, qui diffère de la comparaison des, des niveaux d'impôts, niveaux de taxes aux facteurs externes, mais je crois que cette approche tient la route. Je vais demander à Monsieur Koné de prendre la parole. Monsieur Mohamed Lamine Koné, vous avez la parole. Still does not seem to function. Cela ne fonctionne toujours pas. Il nous reste 2 minutes. Y a-t-il d'autres questions? Okay. Très bien. Samira Khan, if you could unmute yourself and please ask your question. Samira Khan, n'hésitez pas. Allez-y, prenez la parole. Bonjour. J'ai mis ma question dans le chat. Je m'appelle Samira Khan. Je travaille pour l'ATAF et j'aimerais savoir comment assurer que les revenus collectés sont utilisés afin de faciliter la transition vers des sources d'énergie beaucoup plus écologiques, notamment dans des pays en développement africain. C'est une question très importante. J'ai parlé de l'utilisation des revenus un petit peu pendant la présentation. Si vous regardez les rapports publiés, il y a du potentiel important. On peut parler des différentes formes d'utilisation. Vous avez parlé de l'utilisation de ces revenus pour des dépenses climatiques. C'est un choix que peuvent faire les pays. C'est un choix légitime, mais tous les États ne prennent pas cette décision, ne font pas ce choix. Et parfois, ces revenus font partie des revenus généraux. Cette décision doit être prise au niveau national. Quelle est l'utilisation appropriée? Quel est le choix approprié, le meilleur choix? Et c'est une question à la fois politique et sociale. Mais cela est tout à fait possible, c'est-à-dire de garder une partie des revenus pour des dépenses dites vertes. Est-ce que l'on peut améliorer le soutien public? Cela dépend de pays. Si vos circonscriptions sont en faveur d'une politique climatique active, cela peut fonctionner. C'est la réponse que je peux vous donner. Merci. Non, merci à vous. Très bien. Je crois que le temps qui était alloué à cette session s'est écoulé. Nous allons passer tout de suite à la session suivante. Merci beaucoup de votre participation. Merci de vos questions, de votre aimable attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons continuer avec notre travail. Nous approfondissons notre travail et votre participation sera d'une aide précieuse.